Mesdames, Messieurs, Monsieur Bernasconi vous remercie d'avoir choisi le Conseil économique, social et environnemental à l'occasion des 30 ans de la promulgation de la loi instaurant le revenu minimum d'insertion. Et il regrette sincèrement de ne pas être présent pour ouvrir ce colloque et partager ce moment avec vous. J'ai donc l'honneur et le plaisir de vous souhaiter la bienvenue au Conseil économique, social et environnemental, la 3e chambre constitutionnelle de la République. Le CESE représente donc, vous le savez déjà, la société civile à travers les multiples organisations et associations qui y siègent. Les syndicats de salariés, d'employeurs, les jeunes, les familles, les agriculteurs, les environnementalistes, les coopératives, et je dois en oublier. Le président du CESE porte depuis le début de sa mandature, depuis 3 ans très exactement aujourd'hui, un projet collectif de transformation de notre institution sur lequel il a été élu. Nous avons adopté 2 axes stratégiques: réussir les transitions et favoriser la cohésion sociale. Ces 2 axes guident donc les choix des avis que nous traitons. Nous avons également mis en place, pour remplir pleinement notre rôle de trait d'union, une plateforme citoyenne sur le sujet majeur de l'orientation des jeunes. Nous avons également mis en place un comité de veille des pétitions citoyennes qui nous permet de nous saisir de sujets d'actualité qui sont au plus près des préoccupations de nos concitoyens, comme par exemple les déserts médicaux. Je ne vais pas dresser ici une liste exhaustive de toutes les actions menées par le Conseil et par son président. Elles sont trop nombreuses. Et nous sommes fiers de donner à notre Conseil notre place de 3e Assemblée de la République. Comme vous le savez, le président de la République a, en juillet 2017, proposé un projet de réforme auquel le Conseil économique, social et environnemental a pleinement adhéré et qui conforte les choix stratégiques que nous avons initiés. Je souhaite vous en dire quelques mots. Notre Assemblée fera davantage entendre la voix des citoyens engagés et contribuera, nous l'espérons, à réconcilier les Françaises et les Français avec leurs institutions. Elle sera d'autant plus forte qu'elle accorde à la démocratie participative une vraie place à côté de la démocratie représentative. Par la saisine systématique sur tous les projets de loi de notre ressort économique, social et environnemental, par l'intégration de citoyens à nos travaux, par la réception des pétitions, même sous forme numérique, notre institution sera renforcée dans son rôle de trait d'union entre les pouvoirs publics et la société civile organisée. C'est donc une réforme ambitieuse portée par le président de la République et également par le président de notre Conseil. Vous avez raison de mesurer le chemin parcouru depuis la création du RMI dans ce lieu de dialogue et d'échange. Nombreux sont les travaux du CESE qui portent sur plus de cohésion sociale, un des 2 axes stratégiques de cette mandature. Je ne vais pas les énumérer car ils sont fort nombreux et j'ai recensé plus de X préconisations dans 77 avis depuis 3 ans. Depuis 2010, pardon. Je voudrais simplement vous dire que le CESE a organisé en février 2017 une séance plénière consacrée au 30e anniversaire de la vie de Joseph Brzezinski, intitulée « Grande pauvreté et précarité économique et sociale ». Cet avis a démontré que la grande pauvreté interroge les fondements mêmes de notre société, l'égale dignité de chacun et l'accès de tous aux droits de tous. La lutte contre la pauvreté doit être portée au cœur des préoccupations citoyennes. Celle-ci est le combat de tous, sans exception. Les solutions doivent être pensées, définies, mises en œuvre avec les personnes qui en sont victimes.
En avril 2017, j'ai co-rapporté avec Marie-Alette Scra, vice-présidente d'Atelier Carmonde, un avis intitulé « Le revenu minimum social garanti » que vous pouvez trouver à côté de la porte. Alors que près de 9 millions de personnes vivent toujours sous le seuil de pauvreté, la complexité de notre architecture des minima sociaux, je vais vous en citer quelques-uns, le RSA, l'ASPA, l'AH, l'ASI, l'ASS, l'allocation veuvage, soulève un enjeu d'accessibilité et d'acceptabilité. Notre système de minima sociaux doit mieux favoriser l'accès de chacun à l'emploi et aux droits fondamentaux que peuvent être l'éducation, la santé, le logement pour les principaux. Dans cet avis, le CESE propose la mise en œuvre d'un revenu minimum social garanti qui constitue le socle de la solidarité nationale à l'égard des personnes en situation de fragilité économique et sociale. Le CESE y formule donc 25 propositions précises pour simplifier l'accès de ce revenu garanti, l'inscrire dans une démarche d'accès à l'emploi et agir pour une meilleure acceptabilité. Enfin, je préside actuellement la commission Grande Pauvreté. Un avis va être voté en séance plénière le 12 décembre prochain sur le thème des personnes sans domicile fixe. Cette thématique a été retenue suite à l'observation de 5 pétitions citoyennes qui, à ce jour, ont recueilli plus de 800 000 signatures. Si de très nombreux avis du CESE ont eu pour objet ou ont traité de la pauvreté, de la grande pauvreté ou de certains aspects de celle-ci, aucun, jusqu'à présent, n'a été dédié aux différentes dimensions de la question des personnes vivant dans la rue, qui est au fond celle de l'extrême pauvreté. La situation de ces femmes, de ces hommes, de ces enfants, qu'ils soient à la rue, sans abri, sans domicile, dans des logements de fortune ou indignes, exige un temps de réflexion particulier. Vous êtes d'ailleurs les bienvenus au cours de cette séance plénière, donc le 12 décembre à 14h30. Les travaux de cette commission continueront pour évaluer l'impact des politiques publiques sur le sujet complexe de la pauvreté et donc émettre des préconisations, certainement en juin 2019, qui viendront compléter la stratégie nationale de lutte contre la pauvreté lancée par le président de la République le 13 septembre dernier. Votre réflexion de ce jour et les autres seront également bienvenus. Aussi, je vous souhaite un très bon moment d'échange, de dialogue et de construction. Je vous remercie. Merci beaucoup, Martine Vigneault, de nous accueillir ici au CESE, de vos propos introductifs et de tout ce que vous venez de nous rappeler sur l'engagement du CESE sur les questions de la pauvreté et vos propres engagements, puisque vous présidez la commission Grande Pauvreté de cette institution. Alors, l'association michelrocard.org est très heureuse cet après-midi de vous accueillir ici pour ce colloque. Et je le dis au nom de son président, Roger Godineau, et de son vice-président, ici présent, Pierre Pringuet. Quelques mots sur l'association michelrocard.org, qui a été créée du vivant de Michel Rocard en 2014 et sur sa volonté expresse, et dont l'objet est de rassembler, afin de mettre cet ensemble à la disposition du public, de rassembler donc l'ensemble de ces archives, de ses discours, des documents qui ont trait à son action politique tout au long de sa vie politique, qu'il s'agisse donc de discours, d'interventions, de professions de foi, d'interviews. Et je vous engage bien sûr à aller sur notre site. Et je voudrais aussi rappeler que nous vivons
des dons de nos adhérents et que toute contribution à notre action est évidemment bienvenue. L'association organise régulièrement des colloques. Nous sommes heureux de celui qui a lieu cet après-midi, 1er décembre 2018. C'est donc 30 ans après, je ne sais plus très bien si c'est la publication, la promulgation, enfin quasiment date pour date, le début de la mise en œuvre de la loi relative au revenu minimum d'insertion. Et je voudrais juste rappeler quelques dates, parce qu'on ne se souvient pas du fait que ce fut quand même une réforme éclair et formidablement bien menée, puisqu'elle est annoncée par Michel Rocard dans son discours de politique générale quelques jours après sa nomination comme Premier ministre le 29 juin. Le texte est adopté le 30 novembre en première lecture à l'Assemblée nationale, c'est donc très rapide. La loi est promulguée le 1er décembre et dès le 15 décembre, 150 000 dossiers sont reçus dans les caisses d'allocation familiale. Je pense qu'il y a peu de réformes au surplus une réforme complexe. Il y a peu de réformes qui auront été menées aussi, si je puis dire, tambour battant et de manière exemplaire. Alors, exemplaire à plusieurs titres. D'abord parce que, évidemment, c'est par la portée sociale et sociétale de cette réforme qui venait compléter un dispositif qui avait été mis en œuvre progressivement déjà depuis au lendemain de la Libération, avec les premières mesures initiées par Pierre Laroque. Exemplaire, je viens de le dire, par la rapidité de sa délibération et de sa mise en œuvre. Et enfin aussi parce que c'est la première dont il a été décidé, à la fois par le gouvernement, je pense pas le législateur, mais par le gouvernement, qu'elle ferait l'objet d'une évaluation, ce qui était aussi assez nouveau. Alors en même temps, il est vrai que le RMI recueille une maturation en 1988, la maturation d'une idée qui se trouve être arrivée à son terme, puisque cette idée est portée avant 1988 par plusieurs secteurs de la société. La société civile, on le sait, s'est mobilisée. D'ailleurs, avec le fameux rapport du père Wresinski en 1987, cet avis du Conseil économique et social sur la grande pauvreté, qui propose déjà une allocation plancher et l'idée d'un plancher de ressources plutôt et d'une allocation différentielle. Et l'RMI va évidemment s'inspirer largement de cet avis. Je voudrais reciter d'ailleurs une phrase, une maxime du père Wresinski que je trouve très belle. Il disait que la misère est l'œuvre de l'homme et que seul l'homme peut la détruire. Et je trouve que c'est une formule très, très forte. Je disais la société civile, les travaux aussi qui avaient été menés par Lionel Stoléru et René Lenoir, qui avaient fait prendre conscience à l'opinion de l'émergence de grands problèmes de précarité et de pauvreté. Et puis bien sûr, et ce sera d'ailleurs l'objet de la première séquence de cet après-midi, l'expérimentation qui avait été faite dans certaines collectivités locales de la mise en œuvre d'un revenu de solidarité, notamment donc en Ille-et-Vilaine et sur le territoire de Belfort. Enfin, les forces politiques s'étaient aussi approprié l'idée. Et je crois que nous devons là cet après-midi rendre un hommage particulier à Jean-Claude Boulard et aux travaux des clubs Convaincre, dont je crois Bernard Poignant parlera tout à l'heure. Alors notre but en célébrant cet anniversaire, vous imaginez, ça n'est pas dans l'esprit de l'association michelrocard.org et ça n'aurait certainement pas été dans le sien de commémorer pour commémorer, mais de se rappeler au fond les circonstances et de nous rappeler collectivement donc les circonstances dans lesquelles cette réforme a été faite, sur ce qui a bien marché et moins bien marché. On sait bien que le volet insertion a moins bien marché que le volet revenu, ce qui fait qu'une réforme marche ou ne marche pas dans ce pays dont on sait qu'il est parfois rétif à la réforme, et puis sur ce que veut dire au fond aujourd'hui la solidarité dans une société où on voit bien que où les revenus de l'assistance sont aujourd'hui parfois, ou en tout cas que le clivage entre revenus du travail et revenus de l'assistance, les rapports entre ces revenus sont plus clivants qu'aujourd'hui.
Voilà, donc avant de laisser la parole aux intervenants, je voudrais à nouveau bien sûr vous remercier Madame et remercier le Président Bernasconi de son accueil, remercier la Fondation Jean Jaurès qui est une partenaire très actif et permanent de l'association michelrocard.org. Cécile Lamarck a bien voulu remplacer un peu au pied levé son collègue Michel Noblecourt pour animer cet après-midi. Et puis Jean-François Merle, je ne sais pas où est Jean-François, qui est la cheville ouvrière de cet après-midi et auquel nous devons vraiment tout ce rendez-vous. Et j'espère aussi, bien sûr, à votre suite, Madame, que ces échanges seront à la fois fructueux, libres et peut-être prospectifs. Merci.